Donc, pendant que vous déjeuniez, nous avons constitué un groupe pour le dépouillement demain. Donc, nous avons Annie Hualde, nous avons Régis Rocher, nous avons Roland Tess, nous avons Annie Sintès. Il nous faudrait une cinquième personne. Qu'est-ce qui serait... Alors, il faut pas avoir de train. Ah, ben, Élie. Donc, Élie Cousinier. OK, c'est bon, 5. Comité de pilotage, donc de pilotage, de dépouillement, donc vous dépouillerez pendant que nous mangerons, mais on va s'assurer qu'on vous apporte à manger et à boire pour que vous dépouillez de façon sereine. Merci. Quelle heure est-il? Il est 58. Bon, je crois que c'est tout pour les annonces. Donc, alors, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc toutes ces conférences, informations sont enregistrées, non seulement sont enregistrées, mais sont diffusées en direct. Donc merci d'avoir une tenue correcte, puisque tout se verra, on ne pourra pas couper. Et toutes les présentations et les vidéos seront sur le portail dans le courant de la semaine prochaine. Donc nous allons passer... Ah oui, alors je salue l'arrivée de notre parrain, Bernard Thomasson. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, alors j'ai pas vu d'autres célébrités. Voilà. Alain Meillac, Bibliothèque de La Rochelle. Bernard Beckemund de Arles. Ouais, voilà. Bon, je cède la parole donc à... Pardon? Oui, c'est bon. Ah, tout le monde est là, ça je... Alors, attends, il faut donner... Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, avant qu'on donne le top à la régie pour le démarrage de la vidéo. Oui, alors je ne sais pas si... Oui, je vais faire un Arcel. Marche pas? J'interviens. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas rencontrés ce matin. Très, Je vais très parler près, hein. fort. Oui, 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 oui. Ouh là là. Bon. Alors, Claudine Barido et moi-même avons commencé un travail au premier trimestre sur le guide DBS. Nous sommes partis de constats faits par nous-mêmes, puisqu'on s'en sert pas mal, et des questions des bénévoles lors des réunions annuelles DBS et les réunions régionales. Nous avons une demi-heure pour vous présenter l'ébauche de notre travail. Je dis bien ébauche, nous disons ébauche. Notre présentation sera courte afin de permettre des remarques et des suggestions de votre part, qui seront les bienvenues puisque ça va être un travail collectif. Alors, donc vous avez le plan de l'intervention. Pourquoi parler du guide DBS? Le portail, qu'est-ce que c'est? Structuration actuelle du guide. L'exemple du cadre juridique que Claudine a sélectionné, nos réflexions, nos idées, les questions que nous souhaitons vous poser et la parole sera à vous. Alors, le constat. De nombreux bénévoles disent ne pas s'y retrouver dans le guide. Presque tous, même. L'équipe logicielle est interpellée pour des questions dont la réponse est dans le guide. Donc, quelquefois, ça grognasse, à la fois par celui qui demande et par celui qui a les questions. Des habitudes ont été prises et chacun utilise son propre réseau d'information. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Isabelle Mentriski
de me dire quelles sont les questions qu'elle a le plus souvent, eh bien, ce sont des questions d'ordre général, parce que la personne va au plus pratique, parce qu'elle ne va pas chercher sur le guide DBS, quelquefois on peut la comprendre, soit elle a des informations et veut les approfondir pour faire un dossier ou pour sa connaissance personnelle, soit c'est pour les demandes de subventions. Donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je passe la parole à Claudine qui a autre chose à vous dire. Alors, je voudrais tout de suite dire qu'on n'est pas là pour critiquer le guide DBS. On est là pour essayer de l'améliorer. C'est un formidable outil qui a grossi au fil du temps, que Régis met à jour autant que nécessaire. Donc vraiment, il faut penser que toutes vos suggestions, on va essayer de voir comment on peut créer éventuellement, au moment où on va refaire le portail, un outil qui nous est utile. Si ça va bien. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle portail? Je sais, pour avoir discuté avec un certain nombre de bénévoles de notre bibliothèque sonore, qu'il y a un mélange entre le portail, Orphée. C'est quoi le portail? Alors, le portail, c'est un site web qui est une interface de l'ADV pour une communication et interne et externe. Pour le public, on a essayé de séquencer. Donc, pour le public, c'est s'informer sur l'ADV. C'est trouver une BS. C'est consulter le catalogue. On a de plus en plus d'inscriptions via le portail, d'ailleurs, que Isabelle nous renvoie. Pour les audiolecteurs, c'est pour consulter le catalogue, télécharger un livre. Je rappelle que nous, bénévoles, nous ne pouvons pas télécharger les livres via le portail. Pour les bénévoles, c'est normalement le lieu où tout le monde devrait aller pour avoir un renseignement. Qui va régulièrement sur le portail? Oh, vous êtes super. C'est l'accès à l'espace membre. C'est l'accès au site web de notre BS. C'est l'accès à la liste des suggestions. Mais je rappelle que ce n'est pas Orphée. Et d'ailleurs, on va vous parler d'Orphée après. Les deux entités sont complémentaires. Alors, c'est quand même un accès laborieux à l'information. Pour avoir une scène d'information, il faut d'abord avoir validé un compte. De valider son compte, c'est son adresse mail et au départ, sa date de naissance. Après, son code personnel. Ensuite, il faut aller sur l'espace membre. Ensuite, sur l'espace membre, il faut aller sur Guide DBS. Alors, entité Guide DBS et administration. Ensuite, on arrive à la page du guide, enfin, à l'identification des différentes pages du guide. Et ensuite, on a sur une page, éventuellement, le document qu'on cherche. Alors, moi, je ne sais pas, je ne dois pas être douée, parce que quelquefois, je fais plusieurs pages avant de trouver l'information. Mais je ne suis certainement pas douée. Et après, vous pouvez ou télécharger ou regarder dans le cloud le document. Donc voilà, déjà, quand on voit ce chemin, il n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Certains nous disent que d'ailleurs, pour le téléchargement, ce n'est pas toujours facile, suivant peut-être les versions. Je ne suis pas informaticienne. La structuration des pages actuelles du guide. Le cadre juridique. Là, ça parle à peu près. Le cadre administratif et financier. Le cadre fonctionnel. L'économa. Il existe encore, bien que l'économa n'existe plus. Les lecteurs Victor, Orphée, le portail et DAISY. C'est vrai que ces différentes pages
ont évolué avec toutes les informations qu'on essaie de nous fournir au fil du temps. Alors, on a travaillé, on a fait quelques séances de travail avec Annie, et on se disait peut-être faut-il renommer les rubriques. Parce que quelquefois, entre l'administratif et le financier et le fonctionnel, est-ce que ça nous parle, est-ce que ça ne nous parle pas? Pour ceux qui sont habitués, peut-être que ça leur parle, pour d'autres, ça ne leur parle pas. Mais après, la difficulté, on a beaucoup discuté quand même entre nous, c'est de trouver un langage qui parle au plus grand nombre. Et ce n'est pas si évident que ça. On peut peut-être les ventiler autrement, et j'y reviendrai après. Peut-être classer. Alors, actuellement, c'est classé par numéro de page. Est-ce que peut-être qu'un classement par ordre alphabétique est meilleur que le classement par numéro de page? Je ne sais pas, ce sera à vous éventuellement de le dire. Alors, Annie en parlait tout à l'heure. On se disait, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une rubrique qui va rassembler les données nécessaires pour les demandes de subvention? Comme ça, quand on a une demande de subvention, on sait que là, je vais avoir tous les documents officiels. Le nombre de personnes qui cherchent leur numéro de SIRET, le numéro de SIRET de leur BS, est très important. Peut-être que là aussi, il faudrait qu'il y ait les renseignements dans une rubrique documents officiels demandés par les différents prescripteurs. Vous voyez qu'on a eu des idées aussi, hein, on a quand même phosphoré un peu. Alors, on s'est dit aussi que dans les documents juridiques, un même document est repris plusieurs fois alors qu'il a des finalités différentes. Donc on a pris les statuts, parce que quand même c'est la base. Donc vous avez un document qui a été refait en 2016 qui reprend les statuts par page. Vous avez le document officiel, puisque ça c'est celui qui nous est souvent demandé, puisque c'est celui qui est visé par le ministre de l'Intérieur. Et vous avez un document qui a été mis en page à l'époque, qui sert à la communication externe. Donc, une possibilité peut-être bonne ou pas bonne, ça je ne sais pas et c'est vous qui le direz, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre ces documents au regard de leur finalité, ou est-ce qu'il faut vraiment les remettre dans une seule rubrique? Alors, on a pris toujours le cadre juridique. On a donc la déclaration à la préfecture du Nord, qui est une donnée juridique. La reconnaissance d'utilité publique, donnée juridique. Le décret d'exception au droit d'auteur, donnée juridique. Le règlement intérieur, donnée juridique. Non, le règlement intérieur, excusez-moi. Fonctionnement interne de l'ADV, même si on va devoir le revoir, puisque le ministère nous a indiqué que quand ils auraient validé nos statuts, il faudrait qu'on revoie notre règlement intérieur. Les attributions, structures nationales, délégués régionaux, fonctionnement interne de l'ADV, des conditions de vote, fonctionnement interne de l'ADV. Vous avez les dirigeants des BS, nomination, pouvoir, fonctionnement interne de l'ADV, et la charte éthique et déontologique, fonctionnement interne de l'ADV. Mais visite d'une BS et ordre du jour, c'est peut-être plutôt sur une rubrique gestion administrative des BS. Les modèles de pouvoir donnés à la BS par le national, gestion administrative des BS, mais ça pourrait être dans le fonctionnement interne de l'ADV, hein, et l'engagement bénévole, gestion administrative des BS. Ça, c'est ce que nous avons imaginé. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous dit, c'est comme ça que ça va être. Hein. C'est sortir de notre imagination et de nos discussions. Alors, vous avez compris que nous n'avons pris aucune décision et c'est vraiment l'échange de nos idées que nous avons bien sûr partagé avec le bureau. Mais est-ce que vous utilisez fréquemment le guide?
est-ce que vous avez eu des difficultés d'utilisation? Si vous n'allez pas sur le guide, c'est là qui est important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on demande à l'équipe logicielle, à Isabelle Mendeski, ils nous disent, souvent les gens nous demandent des choses, mais tout est dans le guide. C'est vrai, quand je suis arrivée moi à l'ABS, on m'a dit, tu as une question, regarde dans le guide. Voilà. Bon. Mais je ne suis pas douée. Hein. Et le séquençage qu'on vous propose, est-ce que ça vous dit? Est-ce que les mots vous parlent? Parce que c'est toujours les mots. Est-ce que les mots vous parlent? Donc, j'étais trop vite. Donc, voilà. Maintenant, on a besoin de vous entendre. Bonjour. Je pense que le constat est juste. Je pense que nous non plus, nous ne sommes pas intelligents pour questionner le guide. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut travailler avec les moyens actuels. Je prends un exemple. La semaine dernière, j'avais une question juridique à poser. J'ai consulté des sites Internet, comme je consulterai le guide, comme je consulterai le guide DBS, et j'ai eu du mal à trouver ma réponse. Je suis passé par une intelligence artificielle à qui j'ai posé ma question naturellement, qui m'a trouvé toutes les réponses qu'il fallait en me donnant toutes les références des sites et des pièces nécessaires à étayer cette réponse. Je pense que cette intelligence artificielle peut très bien être à l'avenir intégrée à nos sites pour nous aider dans nos travaux. Non, je ne vais pas répondre parce que honnêtement, c'est une réflexion qu'on va devoir avoir, mais sur laquelle je n'ai pas de réponse comme ça. Enfin, je pense que l'idée, c'est de vraiment de prendre vos réflexions aujourd'hui, de les traiter. Oui, allô? Non, ça ne marche pas. L'idée, c'est de prendre vos réflexions aujourd'hui et pas de vous donner des réponses, puisque vraiment, on est parti de notre constat personnel et avant d'aller plus loin, il faut... Voilà, je n'ai pas de réponse, je suis désolée. Bonjour. En fait, là, on fait une recherche dans une base documentaire. Le guide DBS, comme c'est composé de tous les documents. Vous l'avez dit, juridiques, fonctionnels, administratifs. Il faut que ces documents soient indexés et que par un moteur de recherche, c'est une très bonne idée, on puisse trouver rapidement par les liens, et ça se fait automatiquement. Alors, ce n'est pas vous ni moi qui vais le faire, mais c'est un outil très naturel pour une base documentaire. Voilà. Et l'avantage de cet outil-là par rapport à un rangement en rubrique qui est statique, qu'il faudra mettre à jour ou qu'il faudra faire évoluer, le moteur de recherche, lui, va de toute façon être dynamique par rapport à une base documentaire qui va s'enrichir au fil de l'eau. Mais il ne faut pas réinventer la poudre, en fait. Régis, tu as quelque chose à dire? Ah ben bien sûr. Là, je ne suis pas une technicienne. Hein. Alors, premier point, sur les numéros SIRET, c'est sciemment avec Isabelle du centre administratif que ça a été enlevé de l'annuaire DBS. Il y a en début d'en-tête DBS, l'annuaire, une mention qui dit qu'il faut le demander au centre administratif parce qu'il est évolutif. Et il y a eu des cas où le numéro SIRET communiqué à l'extérieur n'était pas à jour. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en ligne. Ça, c'est le premier point. Effectivement, enfin, j'en profite. À chaque fois qu'il y a modification de l'adresse, il y a une modification du numéro SIRET. Eh ben, c'est pour ça qu'on ne les a pas laissés accessibles, parce qu'il y avait un problème de mise à jour et que les BS communiquaient un numéro qui n'était pas le bon. Ça, c'est mais certaines PS pensent qu'ils n'ont pas de numéro SIRET. C'est pour ça qu'il faut... Mais là, on rentre dans la connaissance des organisations des SIRET et autres. Après, quant au moteur de recherche, mais oui, on peut tout faire, sauf à dire qu'il faut des bonnes volontés pour le faire. C'est un travail énorme si on passait sur cette technique, mais c'est vrai que techniquement, pour l'avoir utilisé professionnellement, des moteurs de recherche, c'est super, et on pourrait. Mais ce guide DBS, il remonte à des temps immémoriaux, donc c'était des ajouts successifs, c'est la référence. Alors c'est vrai que la clé de recherche, c'est par rapport à la question que les gens se posent, ils n'ont pas la même approche sur le même sujet, donc on n'y arrivera pas. Il y en a un, il va trouver tout de suite, et puis il y en a un, il ne pose pas la bonne question. Mais le moteur de recherche, oui, mais
bonjour le travail. Ne serait-ce que moi qui mets à jour le page des guides DBS sur instructions que l'on me donne, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Parce qu'il y a, je ne sais plus combien de centaines de rubriques avec des contenus qui ne sont pas à jour, qui évoluent régulièrement. La charte qualité évoluée, les statuts vont évoluer sans arrêt, sans arrêt. Et on n'a pas un service documentation en charge, comme le service publicité, comme on a évoqué ce matin. On n'a pas des services dédiés à ces activités. C'est bien le problème. Techniquement, on peut tout faire. Après, c'est la disponibilité, la réflexion au sein de l'ADV, de comment on procède, quelles sont les pistes et des sujets attribués à un groupe de réflexion, par exemple, parce que ça ne peut pas être l'opérationnel comme nous en BS, même si on fait ça en plus de l'activité de notre BS, qui faisons ça. Hein. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que là, on commence la réflexion et on n'a pas la solution. Pas de questions sans micro. Ne serait-il pas possible de prendre un stagiaire, il y a des stagiaires dans des écoles d'informatique qui font ça sur 1 an? Autre question? Oui, j'ai une remarque. Il y a une rubrique qui ne va pas du tout et qui donne lieu à des contresens. C'est suggestions d'enregistrement. J'ai beaucoup de donneurs de voix qui me disent bah oui, je peux enregistrer ce bouquin. Je l'ai vu dans suggestions d'enregistrement. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce sont les bouquins en enregistrement ou déjà enregistrés. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui répond? Moi, je suis très heureux de cette question parce que je pense que c'est l'aboutissement d'un long travail. Jusqu'à la mise en place d'un portail qui soit vraiment accessible et au développement de certaines règles un peu de rigueur, on n'avait pas ce type de question. Personne ne se posait le problème parce que les bibliothèques avaient imprimé le guide dans des classeurs. Et 3 ans après, on utilisait des mauvaises informations, des anciennes informations, mais c'était comme ça. Maintenant, il y a un outil qui permet d'aller au quotidien, voir ce qu'il y a dans le guide. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la classification du guide, elle mériterait d'être revue. Comme l'a dit Régis, c'est ancien, c'est un peu empirique, et quelquefois, même pour ceux qui l'utilisent régulièrement, et je crois faire partie de ceux qui l'utilise assez régulièrement. Quelquefois, on se pose une question pour savoir dans quelle rubrique. Mais si ça ne dure pas longtemps, c'est quand même pas très compliqué. Je pense qu'il y a eu un pas de fait. Il y a un autre pas à faire maintenant, c'est vrai. C'est celui de la remise en ordre des informations, de la classification des notes de l'ADV. Et ça, c'est un problème important, mais c'est un gros travail, comme l'a dit Régis. Je ne pense pas que ça soit le problème d'un stagiaire auquel on va confier ça, parce qu'il faut que ce soit une équipe qui ait une connaissance un peu de l'historique et du fonctionnement de l'ADV pour pouvoir définir les cases et ensuite mettre chaque article dans la bonne case. Hein. Donc, voilà. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Ce qu'on ouvre ici, ça s'appelle une gestion électronique de documents. Ce sont des programmes qui existent dans le commerce et qu'il faut adapter. C'est fait pour ça. Toutes les gestions électroniques de documents avec des moteurs de recherche sont conçues pour ça. Donc, on n'essaye pas de réinventer l'eau chaude. Il faut travailler sur cette application et de voir comment elle peut s'interfacer avec d'autres portails. On ne peut pas faire d'un site web un gestionnaire électronique de documents. Voilà, c'est ça la réalité. Bernard, la proposition de ce temps d'échange, c'était pas pour dire demain on fait ça, mais pour demander, pour pouvoir bien choisir ce qu'on veut, d'essayer de définir nos besoins. Donc, en écoutant les bénévoles d'aujourd'hui, c'est aussi d'entendre nos besoins qui nous permettront d'avoir la réponse la meilleure, en sachant que ce n'est pas demain, c'est plutôt après-demain.
Attends, top. Excusez-moi, on va essayer de passer la parole de façon la plus facile possible. Top, question ici. Oui, non, moi j'aurais une suggestion, une proposition à faire. Quelque chose de très simple. L'informatique, je connais. On n'est pas systématiquement connecté dans les BS. J'ai le problème dans ma BS. Et Internet, c'est juste un outil. Mais il y a quelque chose de très ancien, on en a parlé tout à l'heure, et même des notices encore existent quelquefois sur papier. Il est possible de faire un document peut-être exhaustif à l'instant T, document Word. Un document Word peut reprendre toutes les rubriques et il y a un index et ça sert de moteur de recherche. Word est exceptionnel pour gérer de la documentation et il n'y a pas besoin de maîtrise pour le consulter. Et ça reprendrait les rubriques et à ceux qui peuvent accéder à Internet, aller voir s'il y a eu une mise à jour. Et ce catalogue serait peut-être à télécharger de temps en temps. L'intérêt, c'est qu'il serait sur l'ordi de l'ABS, consultable sans connexion, avec un accès extrêmement rapide à quelques informations. Voilà. Ça permet d'être hors connexion et d'avoir une vision très rapide par mot. Voilà. André, non. Et sinon, je te laisse pas le temps d'Orphée. Hein. Non, mais après, en fait, il prend le temps. Comment une BS peut-elle vivre sans connexion web aujourd'hui? C'est pas possible. Ah oui, mais bon, ça, c'est une technique qu'on ne maîtrise pas en fonction des régions ou des villes ou des salles qui nous sont allouées. Mais encore une fois, notre rôle, moi, je dis toujours, on est une bibliothèque, donc avant donneur de voix, je préfère reparler des bénéficiaires et être au service de l'utilisateur, de lui graver des CD, de lui donner. Mais ça, c'est un problème technique que j'ai. Mais voilà, c'était une solution pour avoir une documentation accessible facilement via un moteur de recherche. Alors, le problème des documents Word ou des documents papier, c'est qu'ils traînent toujours quelque part et que certains disent vont chercher une information qui est obsolète. Et c'est la grosse difficulté des documents Word sur des ordinateurs. Et je peux vous dire que dans ma BS, on est très doué pour ça aussi. Et donc, voilà. Moi, c'est la seule... Alors. Bon, je vais quand même faire un petit commentaire. Je suis d'accord avec Christian. Il n'est absolument pas normal qu'une BS n'ait pas une connexion Internet aujourd'hui. Vous avez vu ce que l'on vous a parlé ce matin. Si on n'est pas sur Internet, on ne peut plus rien faire. On en pense ce que l'on veut, mais c'est comme ça. Alors, pour enfoncer le clou, l'Economa est fermé et clôturé depuis 1 an. J'ai reçu au mois de juillet une commande de piles de batterie pour Victor sur un bon de commande libellé de 2021. C'est absolument inadmissible. Bon, on va peut-être... Alors, d'autres idées. En fait, Annie, on ne savait pas qu'on avait soulevé autant de lièvres. On avait dit que on ne vous laisserait pas faire la sieste. Hein? On a réussi à vous réveiller? Moi qui vous vois là de face, je vois que tout le monde est bien réveillé, notamment l'équipe qui s'occupe du portail et l'équipe logicielle. Mais c'est un petit peu normal qu'ils se mettent dans cet état-là parce qu'ils sont bénévoles comme tout un chacun et ils consacrent énormément de temps à tout ce qui est sur le portail et tout ce qui est sur Orphée. Je pense qu'on peut les applaudir. Une remarque. Alors, premièrement, concernant les locaux que nous occupons, nous n'avons pas toujours la maîtrise de l'Internet du local qui nous est prêté, généralement gracieusement. Donc, on ne peut pas trop faire la fine bouche. Donc, ne l'oubliez jamais, ça, parfois, il y a quelques difficultés techniques qui ne sont pas de notre fait. Deuxièmement, sur l'argent qu'on peut dépenser, bah oui, s'il faut encore avoir le budget adéquat. Et alors, enfin, l'idée qui était de faire peut-être une rubrique spéciale, les demandes de subventions, avec tous les documents afférents, ça, c'est de mon point de vue, et je pense du point de vue d'autres BS autour de moi, une très bonne idée.
Oui, alors je vous signale que de toute façon, si vous n'avez pas une fibre dans votre local, vous avez tous des abonnements téléphoniques illimités. Moi, je suis très très souvent connecté plutôt sur mon téléphone que sur la fibre. Donc, non, il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas avoir un accès Internet. Et vu le prix des abonnements à 15 €. Alors, Parmi vous, combien je essaient voudrais- d'accéder au guide Internet étant à l'ABS? On fait ça chez soi. Ce n'est pas à l'ABS qu'on cherche comment monter un dossier de subvention. Si on est 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine, ce n'est pas là qu'on fait ce genre de dossier. Si je veux consulter les statuts juridiques, ce n'est pas parce qu'un audiolecteur se présente à l'ABS et me demande une copie des statuts juridiques. Donc je pense que la connexion Internet, même si localement elle n'est pas disponible, elle peut être gênante, la non-disponibilité pour la gestion quotidienne, les retours, les prêts, mais pas pour le fonctionnement interne. Quant à la proposition d'avoir une base Word, dans le guide, il y a du Word, il y a du Excel, il y a du PDF, juste pour précision. J'interviens. Alors, moi je suis tout à fait d'accord aussi pour la gestion d'une demande de subvention, tout en sachant que selon les collectivités, les documents ne sont pas les mêmes, mais bon, on peut s'adapter en tant que bénévole et puis les remplir correctement. Ensuite, je crois qu'il me semble avoir compris que Claudine et Annie souhaitaient nous donner un guide DBS qui ait une meilleure compréhension pour les bénévoles. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler, parce que si on commence à faire des projections de... Bernard, j'ai rien compris à ce que tu as dit en plus. Donc, je ne comprends pas ce langage encore, donc, et même d'autres, hein. Donc moi, je pense que Annie et Claudine doivent, dans un premier temps, effectivement restructurer ce guide pour une meilleure compréhension, avoir par exemple, tout ce qui est administratif dans l'administratif, ce qui est financier dans le financier, enfin, ce qu'elles nous ont expliqué. Parce que si on se lance, à mon avis, dans des prospections comme celles que vous proposez, eh bien, dans 2-3 ans, nous en serons au même point qu'avec ABC et Platon. Dernière question. Concernant le demande de subvention, il faut quand même que vous preniez en compte que de plus en plus des collectivités, il faut télécharger des documents, bon, ça d'accord, et que maintenant il y a des collectivités où tout se fait sur Internet. Il n'y a pas de papier. Tout, la demande, tout est transmis, scanné. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes dans certaines associations où les bénévoles ne savent pas trop manier le scanner, l'envoi de fichiers joints, etc. Donc il faut quand même se pencher sur le sujet. Les demandes de subventions, ce n'est pas comme on les fait en ce moment dans pas mal de BS. Les collectivités évoluent. Merci. Donc, ceci clôt cette demi-séance. Alors, juste, j'ai vu, comme on a vu que ça a intéressé certains et certaines, si vous avez envie de faire partie de un groupe de réflexion, si vous avez d'autres propositions, vous pouvez ou donner vos noms, vous dénoncer, ou nous adresser un mail sur secrétariat-advbs4@gmail.com. Et donc, on vous accueille avec plaisir, on travaillera en visio. Et bien sûr, on ne va pas tout révolutionner, mais on va déjà essayer de faire évoluer. Merci beaucoup. Donc maintenant, la deuxième partie de cet atelier, le point sur Orphée, avec Christian Robillac au nom de l'équipe logicielle, que à mon tour, je vous demande d'applaudir parce qu'avec le boulot qu'ils ont fait.
C'est la même présentation. Atelier numéro 3. Donc c'est la société VSS de Lyon qui, comme il y a 2 ans, donc s'occupe de la retransmission vidéo. Voilà, on a l'image, donc on peut y aller. Donc, Orphée, le portail, tout à l'heure, je crois que Claudine nous a dit quelquefois, il y a des gens qui se posent la question entre les deux. C'est très simple, pourtant. Orphée, c'est un système de gestion de bibliothèque. C'est ce qui nous a permis de nous mettre à jour. C'est ce qui nous a permis d'être capable demain d'adhérer à Platon et à ABC. Et c'est ce qui nous permet de donner aux audiolecteurs des informations précises sur les livres, alors que dans le passé, eh bien, nous avions quand même parfois des titres fantaisistes, des auteurs qui n'étaient pas les bons. Quand il y avait des fratries, les inversions de prénoms entre le père et la fille ou les cousins, c'était fréquent. Voilà. Ça, c'est Orphée. Alors, Orphée est en place maintenant. Le site web, le portail, c'est le site web, c'est l'ancien site web, mais avec un référencement un peu plus important, avec plus d'informations. Alors, je vous l'accorde, il y a des informations qui, au fil du temps, devront être mises en ordre et réglées. Il y a des solutions techniques pour ça. Il y a un gros travail préalable, qui est un travail au niveau du bureau et du conseil, parce que les équipes de techniciens, quelles qu'elles soient, que ce soit internes ou externes, ne font que traiter les problèmes techniques. Ce n'est pas eux qui vont décider de la classification des informations. Donc, c'est ce qui constitue un système d'information intégré qui gère les données nécessaires au bon fonctionnement du réseau des bibliothèques sonores. Oui. 2021, octobre, c'était les premières migrations. Septembre 2022, les dernières migrations. 2023, ça a été l'année de la découverte, de l'apprentissage du fonctionnement. Certaines bibliothèques sont maintenant relativement à l'aise et fonctionnent correctement. Il y en a qui ont encore des difficultés, ça c'est clair. Donc ça, c'est la fin de la phase, appelons ça la phase de développement. Et d'ailleurs, c'est la fin aussi de certains systèmes de relations avec C3RB, notre éditeur, celui qu'on avait choisi. On va changer aussi de type de fonctionnement avec eux. On passe à la page suivante. Dernière étape importante, avant une ultime étape dont on parlera plus loin, c'est la mise en place des statistiques annuelles. Dans l'équipe logicielle, nous avons Elie qui a mis au point des états qui vous permettent de sortir des statistiques annuelles à date. Là, je les ai sortis pour l'Île-de-France, pour toutes les BS, du 1er janvier au 31 août. Mais vous pouvez le faire pour votre BS à n'importe quelle date. Vous pouvez le faire la veille de votre réunion annuelle, statutaire annuelle. Vous pouvez le faire avant d'avoir un dossier de subvention à construire. Vous pouvez le faire vous-même. Les statistiques existent. Vous avez un tutoriel qui vous accompagne. Donc, c'est accessible. Mais ça, c'est comme tout. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer régulièrement. Si vous le faites une fois par an,
Vous allez patauger à chaque fois pendant 5 minutes au départ. Si vous le faites tous les mois, ça va rouler tout seul. Ça va vous prendre 1 minute 30. Hein. Voilà. Pour la première fois depuis sa création, l'association est en mesure de fournir aux autorités de tutelle les chiffres exacts de l'année écoulée sans attendre des mois. Ça, c'est important aussi. On a eu dans le passé des remarques des ministères de tutelle nous disant qu'il faudrait peut-être être cohérent dans les documents qu'on envoyait et dans les statistiques qu'on communiquait au ministère. Ça faisait quand même pas sérieux. Si on veut être pris au sérieux, si demain on veut solliciter le ministère de l'Éducation nationale auquel on apporte de plus en plus de services, il faut qu'on ait des documents qui soient corrects, qui soient justes, précis et bien présentés en plus. Vous êtes désormais en mesure d'annoncer des chiffres précis pour accompagner vos demandes de subvention, c'est ce que je viens de dire. Mais pour que les statistiques soient exactes, encore faut-il que les données saisies soient justes. Et là, il y a encore un gros problème. Quand quelqu'un saisit des données sur Orphée, c'est pas pour... Si on demande ça, c'est pas pour emmerder le monde. C'est parce que ces données, elles vont donner quelque chose précisément en bout de chaîne. C'est parce qu'elles vont servir. C'est parce qu'elles vont servir à l'audiolecteur aussi, pour savoir ce qu'il a déjà téléchargé, pour savoir que... Bon, toutes les informations ont une importance énorme. Il faut donc qu'elles soient précises. Et là, je vous le dis, on a encore du travail à faire. On a du travail au niveau de la saisie. On a du travail dans la tenue à jour des dossiers. Combien de dossiers d'adhérents, disons de manière générale, bénévoles audiolecteurs, sont bloqués? Mais il y en a des pleines pages. Quand on ouvre Orphée, il y a des pleines pages de comptes bloqués. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé voir. Et pour débloquer la date de renouvellement d'abonnement, dans certains cas, c'est simplement ça. Mais ça se gère régulièrement. Il faut que ça soit fait au moins une fois par mois. Parce que vous allez accumuler des quantités, des fichiers qui deviennent inutilisables parce qu'il y a trop d'informations. On ne sait plus par quel bout les prendre. Ces statistiques ne sont pas que des chiffres, ce sont avant tout des outils de gestion. Ensuite. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Hormis des mesures pour des mesures de sécurité, quelques ajustements ou réglages, notamment les suggestions, on pourra rediscuter du terme, Orphée ne va plus bouger. On est arrivé au bout des opérations de développement. C'était un progiciel utilisé par des bibliothèques publiques au départ. On l'a fait adapter à nos besoins. Maintenant, on considère qu'il est au bout du... Alors, il peut y avoir des changements parce qu'il peut y avoir d'autres demandes, des services publics ou autres. On pourra avoir, mais à date, on est à jour. Alors, Orphée est configuré, Orphée est accessible aux utilisateurs. Nous avons l'outil et le permis de conduire. Maintenant, il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Et ça, c'est vraiment de l'usage, je dirais, pratiquement quotidien. Quelqu'un qui utilise régulièrement Orphée n'a plus de problème rapidement. Ensuite, maintenant que toutes les BS utilisent Orphée, combien en connaissent tous les avantages? Combien utilisent régulièrement les alertes des comptes inactifs? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y en a qui le font. J'ai vu un doigt qui se lève, c'est très bien. Mais il n'y en a pas suffisamment. Combien utilisent la messagerie intégrée pour envoyer des informations à leurs adhérents? Oui, heureusement, il y a des doigts qui se lèvent, c'est très bien. C'est très bien. Mais tout le monde, je sais, je peux vous dire qu'on le sait, il y a beaucoup qui ne le font pas encore. Bon, combien connaissent toutes les possibilités, je me suis trompé, de la recherche avancée? Quand on recherche un adhérent, un livre, enfin une information, vous avez une colonne de gauche où vous pouvez multiplier les combinaisons de recherche. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour maîtriser l'outil. On pourrait rajouter la liste. Il y a des quantités. Maintenant, c'est vraiment un problème d'utilisation. Pour rendre le plus grand service possible aux audiolecteurs, il faut que nous soyons à jour de cette technique-là. Il faut que nous maîtrisions les outils parfaitement. Je ne crois plus du tout à une bibliothèque qui pourrait se passer d'Internet. Le cœur, ça ne suffit pas.
la gentillesse, le sourire. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Nos audiolecteurs sont des consommateurs aussi qui attendent un service, une prestation rapide. Ils veulent pouvoir s'inscrire à distance, ils veulent pouvoir télécharger à distance. C'est normal, c'est ce que nous voulons, vous et moi, chacun. On veut le plus en plus de facilités, il faut leur permettre aussi d'accéder à ces facilités. Il reste beaucoup à découvrir et à maîtriser. 2024, ça doit être l'année de la maîtrise de l'outil, apprendre à mieux l'utiliser, apprendre à en tirer tous les avantages. Mieux maîtriser l'outil, c'est gagner du temps, ça c'est clair. Vous le verrez par vous-même, faites l'essai, vous le verrez. Au lieu de vous poser des questions pendant 5 minutes avant de démarrer un truc, si vous l'utilisez régulièrement tous les mois, vous ne posez plus de questions au bout de 3 mois. Hein. Mieux maîtriser l'outil, c'est découvrir tout ce qu'il peut faire, parce que Orphée peut faire beaucoup de choses. Et l'ensemble Orphée, le portail, donne énormément de possibilités, mais il faut s'y intéresser, il faut l'utiliser surtout, il faut l'utiliser régulièrement. Alors, l'équipe vous propose, ce qu'on n'a pas décidé d'arrêter comme ça, là, même si la plupart, on a plusieurs occupations. Quand je dis plusieurs, c'est oui, parfois un nombre important. On va proposer un cycle de réunions avec les formateurs régionaux pour revenir sur l'utilisation précisément d'Orphée, les questions qui se posent, faire un bilan de l'usage, après demander donc aux formateurs régionaux de faire un bilan de l'usage d'Orphée dans chacune des BS, parce que c'est très inégal. Et donc, s'il y a des compétences, il faut les mettre en commun, il faut mutualiser les compétences. Toutes les BS ne peuvent pas avoir toutes les compétences. Par contre, si dans un secteur, une région, un département, 2 BS peuvent mutualiser leurs compétences, on va avancer plus vite. Action de formation en BS par les formateurs régionaux. Donc, après avoir fait ce bilan, eh bien, ce sera de mettre en place, dans les bibliothèques qui en ont besoin, les formations adaptées à leur manque. Montée en puissance des formateurs... Ah, bon, ben oui, tu as tiré plus vite cette fois-ci. Hein. L'étape ultime, alors l'étape ultime, on y songe, parce que croyez bien que dans l'équipe logicielle, il y en a quelques-uns qui en rêvent, je ne vais pas dire jour et nuit, mais presque. Hein. C'est de vous donner la possibilité au niveau des bibliothèques de monter vous-même vos livres sur le portail. Techniquement, c'est possible. C'est prévu dans Orphée, il n'y a pas de problème, ça fonctionne techniquement. Maintenant, c'est en fonction de la capacité de chaque BS, évidemment. C'est la capacité, c'est au niveau des contrôles, c'est d'avoir un vérificateur qui soit reconnu dans la bibliothèque, et puis d'avoir une certaine sécurité au niveau de la qualité des livres qui sont montés. Mais il y a un préalable, la nécessité pour l'association de préciser certaines règles, parce qu'aujourd'hui, il y a des BS qui ne respectent pas les règles. Il y a des voyous, c'est clair, je le dis aussi brutalement que ça. Il y a des BS qui ne respectent pas les règles qui doivent être appliquées. Et donc, on a encore 25% des livres qui sont proposés au portail qui ne sont pas corrects, qui comportent des manques, des erreurs. Alors, comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux si on ouvre le robinet pour que toutes les BS montent leurs livres? Ça ne sera pas 25%. 3 mois après, on aura 50% de livres défectueux. Donc, la décision, elle dépend de vous. Nous, on est prêts. Et je peux vous dire qu'il y en a 2 ou 3 dans l'équipe qui voudraient bien ne plus être chargés de cette tâche. Mais il faut que dans toutes les BS, vous en preniez conscience pour que les montées de livres se fassent et que les livres qui montent n'aient pas de reproches. Alors, il faut que ce soit une décision, ce n'est pas à l'équipe logicielle, moi je parle au nom de l'équipe logicielle. Là, c'est une décision de l'ADB, donc c'est au niveau du bureau de prendre une décision. Regardons, c'est ce que je viens de vous dire, actuellement, 25% des enregistrements proposés à la mise en ligne comportent des anomalies. Ils ont été vérifiés normalement par le donneur de voix, ils ont été vérifiés par le RDADV, ils ont été vérifiés par un vérificateur, quelquefois 2 fois, un local en plus. Et ils arrivent, il y a encore 25% d'erreurs. C'est pas possible.
il y a quand même des problèmes. Alors, ah oui, alors j'ai pris le même chiffre, parce que quand il y a 25% d'erreurs, ça veut dire que 25% des règles sont mal respectées ou mal connues. 25% des contrôles manquent de rigueur. Est-ce qu'il n'y aurait pas 25% d'erreurs au bout du tuyau, hein, autrement? C'est comme ça. Peu importe les explications, cette situation est anormale. Elle empêche d'envisager à court terme la montée des enregistrements sur le serveur soit faite directement par les BS. Et pourtant, ça serait très bien, à commencer par les BS. Ce serait tellement mieux pour vous de ne pas passer par des censeurs qui vous emmerdent en vous rejetant vos enregistrements. Alors pour terminer, ces deux interrogations, on s'est interrogé entre nous, là, au niveau de l'équipe, pourquoi 40% des BS n'ont-elles pas téléchargé l'enregistrement du lauréat du prix littéraire national de l'audiolecture, c'est bien ça, pour l'ajouter à leur catalogue? Ben, je ne sais pas, l'association crée un prix, il devrait être dans toutes les bibliothèques. Moi, je ne conçois pas qu'il ne soit pas dans toutes les bibliothèques. Pourquoi 40% ne l'ont-elles pas téléchargé? Interrogez-vous, regardez en rentrant dans votre bibliothèque si vous l'avez téléchargé. Il y a un problème. Si vous ne l'avez pas téléchargé, ce n'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on communique à l'extérieur sérieusement sur le prix de l'audiolecture si le premier bédouin, le premier audiolecteur qui va se connecter sur ma page, ma BS, il n'a pas d'information ou dans le catalogue de sa BS, il n'a pas le livre? Il va se demander pourquoi. Pourquoi 50% des livres mis sur le serveur ne sont-ils téléchargés en moyenne que par 5 BS? Le serveur, c'est une source pour enrichir vos catalogues. Et si vous ne téléchargez... Alors, on peut comprendre, il n'est pas question de tout télécharger. Il y a une ou deux BS qui ont essayé de le faire, mais c'est pas possible et ce n'est pas forcément utile de tout télécharger. Mais développer son catalogue. Comment voulez-vous aujourd'hui, sérieusement, attirer un audiolecteur avec un catalogue de 2500 ou 3000 ou 3200 titres, on peut même mettre 5000 titres, quand sur certains portails, certaines plateformes, ils vont avoir 20, 30 000 titres. Comment voulez-vous faire les intéresser? Il ne faut pas croire que les papis, mamies qui venaient avant nous voir dans les bibliothèques, ils venaient pour nos sourires, pour notre gentillesse, pour le café qu'on leur offrait. Ils venaient parce qu'ils venaient d'abord chercher leur CD ou leur cassette. Aujourd'hui, on leur offre, il y a de moins en moins, ils utilisent de moins en moins, plus de cassettes et de moins en moins de CD. Donc il faut leur offrir autre chose. Il faut leur offrir un catalogue plus riche. Il faut peut-être inventer autre chose aussi au niveau des relations. Orphée facilite le téléchargement des enregistrements par les BS pour enrichir le catalogue. C'est pas compliqué de rajouter un livre au catalogue à partir d'Orphée. Ça prend combien de temps? Bon, le plus long, c'est le gravage, la gravure ensuite du CD, son impression. Mais le téléchargement, c'est instantané, pratiquement. N'oublions pas les audiolecteurs qui ne téléchargent pas encore. Si vous voulez retenir des audiolecteurs dans les BS, il faut que vous ayez des catalogues sur CD qui soient quand même suffisamment riches. Alors, si vous pouvez rajouter le livre à votre catalogue sans créer tout de suite le CD et attendre que quelqu'un vous le demande pour créer le CD, pour économiser des CD, c'est possible. Ça, oui, bien, d'accord, mais mettez-le au catalogue. Alors, il y a peut-être des questions, mais déjà, vous avez vu le boulot qu'a fait cette équipe. Donc, je voudrais qu'il se lève. Donc, M. Roumillac, Christian, Régis Rocher, Monique... Restez debout, on les applaudira à la fin. Monique Delaunoy, Élie Cousinier, il est au fond là-bas, Bernard Becquemoun, Jean-Paul Mathieu, Éric Tavernier, Jacques Thomas est absent, et André Meillac. On peut les applaudir.
Donc on a à peu près 10 minutes pour des questions, si vous... Oui. Ah, Régis, il est toujours prêt. Non, ce n'est pas une question. Tout à l'heure, il y a eu une remarque sur le terme suggestion. Alors, l'équipe qu'on vient de vous présenter, c'est vrai, on est complètement imbibé de la suggestion. On ne parle que de suggestions entre nous. En réalité, il est vrai que ce sont des suggestions, des réservations, des enregistrements qui sont en cours. Alors, ce que je propose, bien qu'on ne soit pas dans un groupe de travail, c'est on peut, mais alors, allez, pas dimanche, si je rentre dimanche, Jean-Marie Morel, qui met les suggestions en ligne, il est toujours disponible. Il met la liste 2 fois par jour en ce moment en ligne. Si on remplace le terme dans le portail, on indique suggestion, réservation, enregistrement. Pour voir qu'il y a les 3 situations. On ne va pas parler des livres qui sont encore en vérification ou qui sont terminés, mais au moins qu'on ne soit pas que polarisé sur le terme suggestion. Parce qu'il y a des suggestions, il y a des livres qui sont suggérés. Les prix Goncourt, là, actuellement, Goncourt, c'est la suggestion. On propose à l'enregistrement. Proposition à l'enregistrement. Donc, je me fais le porte-parole de mes DDT de Toulouse. On constate qu'on a du mal à accéder à Orphée du fait de sa lenteur, et on ne comprend pas pourquoi. Pourtant, on a des ordis assez récents, on a un accès Internet assez fluide, mais dès que les bénévoles veulent aller sur Orphée, il y a une sacrée latence. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'équipe logicielle aurait des suggestions, des pistes? Ou est-ce que d'autres BS ont constaté ça? Non, c'est pas général ce problème. On a eu 2 ou 3 cas qui nous ont été signalés, mais on n'a pas de problème de rapidité d'accès. Alors je ne sais pas, ça peut être... faut voir au niveau de votre connexion en interne. Quelquefois, quand les BS sont installés dans des sites dont ils ne sont pas c'est pas des connexions propres, ils utilisent des connexions d'une médiathèque ou autre, il peut y avoir parfois des ralentissements, ça peut... Mais spécifique Orphée? La connexion du départ. Bah écoutez, Juste une question, Christian. Es-tu sûr que l'on peut sortir nous-mêmes nos statistiques par BS? Parce que j'ai bien peur que si on bidouille dans Orphée, on va recevoir un mail assassin d'Eli qui, la dernière fois, nous avait fait ça pour les éditions qu'on avait bidouillées. Non, c'est moi qui vais répondre, Nadine. Effectivement, j'ai un peu sursauté dans la présentation de Christian. Les statistiques, elles sont sorties au 1er janvier, enfin, dans la première semaine qui suit janvier pour l'année précédente. Et on les ressort une deuxième fois en septembre, fin août, pour vos subventions, pour avoir une dernière version. Mais il est hors de question, parce que c'est un traitement qui est lourd, qu'on le fasse comme ça. Alors, maintenant, Élie. Ah, c'est bon. Alors, attends, j'ai une question là-bas. J'allais dire la même chose que Monique. Hein. Moi aussi, j'ai bondi quand Christian a parlé. Alors, Claudine. Par rapport à la remarque de Jean-Michel, on avait un gros problème de lenteur pour ouvrir Orphée à Lille. Et ça a été réglé quand on a géré les abonnés aux revues au fur et à mesure. Parce que je ne sais plus qui de l'équipe logicielle m'avait expliqué que le temps d'ouverture de la page est aussi en fonction de les besoins d'ouverture de données. Enfin, je suis pas, c'est ce que j'ai compris. Hein. Vous entendez? Voilà.
Oui, effectivement, c'était lié. Vous avez une vignette pour les personnes. Vous pouvez avoir ces lenteurs pour les personnes qui sont chargées de la distribution des revues. Donc là, oui, parce que la vignette qui s'affiche quand vous rentrez dans votre page d'accueil, eh bien, on va commencer par lire tous les abonnés au dépouillement qui sont en attente de votre côté pour pouvoir être traités. Et ça prend du temps. Et donc, ça peut être ça. Après, je ne dis pas que c'est que ça, mais ça peut être ça. Après, il y a aussi à la connexion, la première connexion, vous avez En fait, à un moment donné, il n'y avait qu'une seule possibilité pour se connecter. Et ensuite, le C3RB, justement, pour dispatcher un petit peu les différentes connexions, puisqu'en général, nos permanences sont les mêmes jours, aux mêmes heures. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle des pools. Donc, vous avez des pools qui sont numérotés de 1 à 10. Donc, il faut effectivement attendre qu'on recherche quel est le pool qui a la disponibilité pour pouvoir... Alors, est-ce que c'est que ça dans vos problèmes de temps de réponse? Je ne sais pas. Oui, si historiquement vous n'utilisez pas l'entrée, parce que quand vous connectez, vous avez un numéro de pool qui va s'inscrire. Si vous réutilisez la même adresse avec le même pool et que ce pool est occupé, effectivement, ça peut tourner dans le vide un certain temps. Donc, il ne faut, dans les adresses que vous enregistrez dans votre navigateur, ne mettez l'adresse qu'on vous avait indiquée sans le numéro de pool en bout de ligne. Parce qu'autrement, vous êtes bloqué sur un numéro de pool. Alors, s'il est libre, ça passe tout seul, mais s'il n'est pas libre, ça peut mouliner un certain temps. Je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà. Donc, il faut utiliser l'adresse générique qu'on vous avait donnée au départ. Oui. Je peux parler? Oui. Bon, je voudrais toute l'équipe, je voudrais la féliciter pour le travail formidable. Le problème, c'est que, par exemple, vous avez dit qu'on peut tout faire. Mais nous, dans une bibliothèque, on n'a pas besoin de tout faire. On a besoin des choses bien précises. Et pour que ça soit facile donc, à mettre sur écran. L'exemple, par exemple, d'un tableau, par exemple d'un catalogue. Le catalogue par exemple, de 3 années en arrière, on voudrait le voir avec un seul clic sur l'écran. Ça permettrait donc aux personnes qui font le travail de distribution, et dans ce cas-là, on pourrait avoir un truc très, très facile sans aller à faire ce qui est possible à faire. Moi, je peux le faire, d'aller pour faire ce tableau à partir des pages et des clics nombreux pour arriver au même résultat. Non, Joseph, je comprends ce que tu demandes, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que vous êtes une centaine de bibliothèques, vous n'allez pas avoir exactement le même désir au niveau du catalogue. Donc vous allez vous retrouver avec 100 boutons pour les clics. Hein. Juste une chose quand même. Vous avez la possibilité dans Orphée, dans la recherche catalogue, de pouvoir mettre des filtres. Donc ça, ce sont des filtres qui sont enregistrés au niveau du poste de travail, c'est-à-dire pour chaque utilisateur peut définir ses filtres. Et donc, si systématiquement vous interrogez le catalogue jeunesse, vous pouvez très bien définir une bonne fois pour toutes dans ce filtre en mettant un libellé catalogue jeunesse, et vous n'avez qu'à cliquer là-dessus pour pouvoir avoir ensuite votre catalogue jeunesse si c'est ce que vous voulez. Donc, il y a effectivement, pour répondre aussi... Non, mais attends, alors, oui, eh bien, il y a un tutoriel pour ça. Eh bien, dans la note 700 00... Joseph, c'est exactement ce que l'on veut corriger en 2024, en passant par les formateurs régionaux pour détecter, quand on a parlé de bilan, c'est détecter dans les bibliothèques les besoins non satisfaits,
Parce que, à la limite, que vous n'ayez pas tous besoin de toutes les possibilités, mais c'est évident, mais il faut que vous puissiez trouver ce que vous voulez. Eh bien, ça va être le travail des formateurs régionaux, on va le voir avec eux, pour vous aider à combler ces... Christian, il est formateur régional, Joseph. Oui, Joseph, j'ai une question complémentaire. Ton catalogue, c'est pour quoi exactement? Quelle utilisation? C'est-à-dire en bas, c'est-à-dire chez nous, quand on fait les filles qui font le travail de recevoir les CD et après de donner des CD aux personnes, c'est-à-dire qui sont aux audiolecteurs. Elles aimeraient avoir directement le tableau, c'est-à-dire le catalogue des trois dernières années, mais filant de sorte qu'on puisse avoir les derniers sur l'écran d'une façon continue, le dernier catalogue, pour qu'ils puissent distribuer à des personnes qui ne sont pas encore au courant de ce qui est dans la bibliothèque. Mais attends, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a le système de réservation d'une part, et puis tu peux sortir les nouveautés. Et à partir de là, tu peux éditer un catalogue des nouveautés. Et tu choisis la période, les 15 derniers jours, les deux derniers mois, les 6 derniers mois, enfin, ce que tu veux. Mais tu as parfaitement raison. Mais tu es intelligent. Oui. Bon. Parfait. On n'a pas fait de catalogue pour les nuls. Bon. On n'a pas fait édition d'Orphée pour les nuls. Mais il y a tellement de possibilités, Joseph, dont tu m'étonnes, parce que tu prends Orphée, tu mets un critère de recherche, en 2 clics, tu as à l'écran les dernières nouveautés du mois, de la semaine même, si tu veux. En 2 clics, tu fais exporter, et tu l'as, mais pour ta BS. Ben ouais. Bien, merci. Non, on arrête, on est juste dans les temps. Pardon? Ouais, on a 5 minutes de retard, là. Alors moi, j'avais une question sur les 25% de livres qui montent et qui ne sont pas bons. J'aimerais savoir d'où sort ce chiffre. Et en particulier, est-ce que vous savez combien de livres montent par mois ou par jour pour qu'on puisse représenter un petit peu le nombre de livres? Alors, ce matin, Monique Delaunoy a présenté le nombre de livres mis sur le serveur depuis le début de l'année. Je ne sais plus combien. 2440 depuis le début de l'année. Okay. Les 25%, c'est tout simplement en dehors des DESI que nous ne gérons pas. Bernard et moi, on les reçoit quotidiennement. Et tout livre qui monte, on regarde s'il n'y a pas d'anomalie. Un petit programme que Elie a développé qui permet de voir si le fichier est bien nommé. On regarde si l'édition annoncée en piste 1 correspond bien à ce qui est dans la suggestion. Est-ce qu'il y a un nom de fichier? Là, j'en ai eu un, il y avait un numéro, mais il n'y avait pas de nom. La durée annoncée, il y a 1 heure d'écart. Le donneur de voix n'existe pas. Le donneur de voix n'a pas cotisé. Donc, c'est des choses que nous vérifions, mais on n'est pas vérificateur, on est au 4e niveau de vérification. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas là dans l'erreur humaine, tout simplement, parce que... Ah, mais alors, Bénédicte, c'est souvent... C'est souvent, Bénédicte, c'est souvent une erreur, et la personne à qui on renvoie le message se confond en excuses. Mais bon, le fait est là, donc c'est une erreur, oui, mais tout le monde, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais il n'empêche qu'un quart des livres font l'objet d'une interception. Oui, alors le petit logiciel que Elie a développé qui permet instantanément de vérifier la séquence des numéros de piste, le nom des fichiers, la durée, il est disponible dans la liste checklist des vérificateurs. Les vérificateurs peuvent l'utiliser. La durée, plutôt que de faire du Windows avec la durée propriété détail dans Windows, on lance la petite mécanique dans les checklists vérificateurs et on l'a. Mais il y a bien un quart. Là, il y a 3 jours, dans la même journée, 3 DDV n'avaient pas cotisé dans les livres qu'on a reçus. Et certains n'avaient même pas cotisé l'année dernière.
Donc il y a peu de temps qu'on le vérifie, mais ça nous semble... bon, voilà. OK, merci. Ceci clôture cet atelier. Donc on a une brève pause donc jusqu'à 15h15 pour passer à la trésorerie. Et je rappelle qu'il y a toujours des bulletins de vote et des pouvoirs à retirer à la réception auprès d'Isabelle Mandriski. Bonne pause.